Merci Philippe Bonnecarrère de nous accompagner pendant cette première demi-heure. Vous êtes élu du Tarn, membre du groupe Union Centriste et rapporteur de ce projet de loi immigration dont on va longuement parler dans quelques instants. Mais d'abord, on l'a vu, l'actualité, c'est cette montée des actes antisémites, 1040. C'est le chiffre donné hier soir par Gérald Darmanin depuis le 7 octobre, depuis l'attaque du Hamas. 257 rien qu'à Paris et en petite couronne. C'est plus que sur toute l'année 2002, ce qui vient de se passer en un mois. Comment on lutte contre cette résurgence de l'antisémitisme ? Je crois que ce chiffre nous a tous sidérés. Il montre l'ampleur du mal et combien notre société doit être inflexible sur cette question de l'antisémitisme qui, pour moi, s'inscrit dans quelque chose de plus large, qui est le fait que tout le système qu'on a pu mettre en place après la Première Guerre mondiale avec la Société des Nations, après la Seconde Guerre mondiale avec l'ONU, est en train d'éclater. J'ai le sentiment qu'on est rentré dans un monde où tout n'est plus que rapport de force et tout n'est plus qu'affrontement. Je crois que c'est vraiment un enjeu extrêmement large de revenir à des règles de régulation à la fois entre les pays et à l'intérieur d'une société. Je ne peux que m'associer vraiment à toutes les volontés pour arriver à éradiquer ce mal absolu que peut être l'antisémitisme dans notre pays. Et je reconnais que cette situation est aujourd'hui exacerbée, mais elle existe objectivement depuis quand même un temps assez long. Mais est-ce que la mobilisation citoyenne et politique est suffisante face à cette montée de l'antisémitisme ? Olivier Faure propose une marche transpartisane. Est-ce que vous allez vous y associer ? Je n'ai pas d'avis particulier et je pense que s'il suffisait de marcher, même collectivement, pour résoudre les problèmes, ça serait assez facile. Je pense qu'il y a à la fois une prise de conscience de l'ensemble de la société, il y a un appareil juridique qui est présent, mais aussi il y a un travail de régulation à retrouver sur le plan international pour arriver à mettre fin aux crises. Mais quelle que soit la situation de crise, rien ne justifie l'antisémitisme et je veux quand même espérer que chacun a encore la mémoire de notre histoire et de la situation dramatique à cet égard. Sur ce qui se passe en Israël, on a vu il y a des frappes qui s'intensifient sur la bande de Gaza qui est désormais coupée en deux. La France a redemandé hier une trêve humanitaire immédiate. Est-ce qu'elle peut être entendue ? Quelle est notre capacité à agir au Moyen-Orient ? Tout le monde comprend bien qu'elle est limitée. D'ailleurs, qui a aujourd'hui, face aux problèmes extrêmement complexes du Moyen-Orient, la prétention de pouvoir résoudre ces sujets ? Je pense que la voix de la France s'exprime dans un bon sens, que nous avons besoin à la fois, bien sûr, de couloirs humanitaires et, si possible, d'une trêve humanitaire. Aussi, bien sûr, de la libération des otages. Les deux choses doivent être absolument associées. La voix de la France fait partie de cette expression générale. Elle y est légitime. Oui, mais elle peut encore peser ? Est-ce que les États-Unis, est-ce que la Chine, est-ce que la Russie peuvent peser ? Je n'en suis pas certain. Je pense que la France peut peser dans le concert des nations. Je considère que l'Union européenne a encore un rôle extrêmement important et dans ce cadre, nous pouvons nous exprimer. Ceci étant, ceci se passe au sud de la Méditerranée, n'est pas très éloigné de notre pays et il est dans ces conditions normales, indispensables, que notre pays s'exprime, il le fait. L'actualité au Sénat, c'est bien sûr le début cet après-midi, à partir de 16h, de l'examen du projet de loi immigration. Un an après sa présentation, vous êtes co-rapporteur de ce texte. Alors, quelles sont les mesures qui sont contenues dans ce projet de loi et quels sont les points de blocage politique ? On fait le point avec notre journaliste Alex Poussard. Bonjour Alex. Bonjour Ariane, bonjour Philippe Bonnecarrère. Bonjour. Et Alex, on va d'abord voir avec vous les principales mesures de ce projet de loi immigration. Eh bien, on va commencer par la mesure dont tout le monde parle, la régularisation des travailleurs sans papier dans les métiers en tension. Les sénateurs, les Républicains ne veulent pas de cet article 3 car ils considèrent que cette mesure va créer un appel d'air migratoire, contrairement à leurs alliés de la majorité au Sénat, les sénateurs centristes, et contrairement également au gouvernement qui estime que c'est une mesure d'intégration par le travail. Alors toujours dans cette même logique d'intégration par le travail, ce projet de loi, il prévoit pour les demandeurs d'asile venant de pays à risque et qui sont donc quasiment sûrs de voir leur demande d'asile acceptée, il leur permet de travailler immédiatement et pas seulement 6 mois après leur demande comme c'est le cas actuellement. Alors Alex, ce projet de loi il comporte un volet social d'intégration par le travail, mais il contient aussi un volet fermeté.
Oui, il facilite les expulsions de tous les étrangers, même ceux en situation régulière, tous les étrangers condamnés à des délits ou des crimes passibles d'au moins 10 ans de prison, tout comme ce texte prévoit l'expulsion des étrangers en situation irrégulière qui représenteraient une menace grave pour l'ordre public et même s'ils ont des liens personnels et familiaux avec la France. Concernant l'obtention des titres de séjour, les règles sont durcies par ce projet de loi. Les étrangers devront réussir un examen de français, s'engager à respecter les principes de la République et leur titre de séjour ne sera pas renouvelé si les personnes concernées représentent une menace pour l'ordre public. Et Alex, avant le débat dans l'hémicycle, les sénateurs ont déjà modifié ce texte en commission. Oui, la commission des lois du Sénat a en fait examiné ce projet de loi immigration au printemps dernier et y a apporté sa touche avec, par exemple, l'instauration d'un débat annuel au Parlement pour fixer des quotas d'immigration sur 3 ans. Les sénateurs ont également durci les conditions d'accès au regroupement familial. Pour en bénéficier, la personne devra désormais être présente en France depuis 24 mois et pas seulement 18 mois comme c'est le cas aujourd'hui. Ils ont également transformé l'aide médicale d'État qui est perçue par certaines personnes en situation régulière en aide médicale d'urgence avec un panier de soins restreint. Et puis certaines protections contre les expulsions ont été supprimées. Et enfin, pour que les expulsions, les obligations de quitter le territoire français soient vraiment effectives, réalisées, les sénateurs veulent permettre au gouvernement français de contraindre les pays d'origine à accepter leurs ressortissants expulsés en modulant soit l'aide au développement, soit l'attribution de visas. Philippe Bonnecarrère, on va commencer par évoquer l'article dont tout le monde parle dans ce texte immigration, l'article 3 sur la régularisation des travailleurs sans papier dans les métiers en tension. Sur ce point, il n'y a toujours pas de compromis entre les sénateurs LR et les sénateurs centristes à quelques heures du début du débat ? À l'instant présent, il n'y a pas de compromis, mais je crois le compromis toujours possible. Alors ce n'est pas simplement par tempérament optimiste, mais parce que c'est d'abord une exigence. Nous avons une obligation de résultat. Nous devons avoir sorti du Sénat un texte de qualité, il ne peut pas y avoir de blocage. Alors, comment imaginer un compromis ? Il y a, à mon avis, deux possibilités d'écriture de cet article 3 qui tournent sur une première idée. C'est le fait que si on craint un appel d'air, il faut passer d'un titre dit de plein droit à un titre qui est accordé par les préfets dans le cadre d'un pouvoir discrétionnaire. C'est ce que vous avez entendu dans la présentation de M. Retailleau tout à l'heure. C'est tout à fait possible pour donc nous préserver de cette idée d'un risque d'appel d'air. Et le deuxième élément concerne la question de l'autorisation du travail, autrement dit les trappes à bas salaire. Aujourd'hui, pour être régularisable dans le cas de la circulaire Valls, si je travaille en France et que je suis en situation irrégulière, j'ai besoin de l'autorisation, de l'accord de mon employeur. Ça veut dire que si mon employeur veut, dans des conditions déloyales, me maintenir dans de mauvaises conditions salariales, de mauvaises conditions de travail, il peut bloquer ma régularisation. Donc pour moi, deux solutions. Hypothèse 1, on travaille à partir de l'article 3 actuel. On dit que c'est un titre accordé par les préfets dans le cadre de leur pouvoir discrétionnaire et on supprime le caractère obligatoire de l'autorisation de l'employeur. Deuxième hypothèse, on reste dans le cadre de la circulaire Valls, la situation actuelle, dont j'observe que personne ne demande l'abrogation, et on se limite simplement à modifier le Code du travail en supprimant la nécessité de l'autorisation préalable de l'employeur. Les deux sont possibles. Et alors, selon vous, pourquoi les sénateurs les Républicains refusent la solution que les centristes proposent, c'est-à-dire un article 3 dans la loi, mais qui renvoie vers des décisions des préfets ? Voilà. Pourquoi cette opposition des sénateurs les Républicains ? Est-ce qu'au fond, ils veulent vraiment une adoption de ce texte de Gérald Darmanin ? Alors, c'est une question que l'on peut légitimement se poser. Je me méfie par principe des lignes rouges et des totems. Les totems ne sont jamais très bons. Mais là, dans le cas précis, je pense que nous avons collectivement une obligation de résultat. D'abord, il y a un sujet géopolitique, les risques internationaux sont très importants, les mouvements migratoires sont devenus beaucoup plus importants, on l'a vu cet été par Lampedusa ou par les Canaries, par la zone des Balkans, dont nous avons
l'obligation de trouver des solutions en matière migratoire et d'aller vers un texte plus ferme. Les LR s'en sont d'accord et je vois mal dans ces conditions comment ils pourraient ne pas voter un texte qui irait dans le sens de la fermeté. Nous avons également une deuxième à mon avis, obligation de résultat, c'est que l'Assemblée nationale, pour des raisons techniques, a refusé ce qu'on appelle le temps programmé. Il n'est pas tout à fait certain qu'un texte puisse être adopté à l'Assemblée nationale. Imaginez qu'il n'y ait pas de texte sorti du Sénat, ça signifie deux choses. Ça signifierait une perte de légitimité pour l'ensemble du Parlement, qui ne serait pas en mesure de proposer des solutions à nos concitoyens. Et puis, je dis à nos amis LR qu'il faut être cohérent au sein de la majorité sénatoriale. Nous soutenons avec le président Larcher que le Sénat est devenu le point d'équilibre institutionnel à partir du moment où le gouvernement n'a plus de majorité à l'Assemblée nationale. Si nous nous revendiquons point d'équilibre institutionnel, il nous appartient de l'être également dans l'écriture de ce texte. Sinon, ça laisserait des traces au sein de la majorité sénatoriale ? Pas forcément. Je pense que là, il faut dissocier les deux éléments. Je pense qu'il est souhaitable que la majorité sénatoriale s'exprime de manière unitaire. Je pense que le président du Sénat y est favorable. Mais le fait de participer à une majorité ne signifie pas un alignement. Donc il n'est pas anormal que le groupe LR ait ses positions et que le groupe centriste soutienne les siennes dans les conditions que je viens d'expliquer. Mais sur l'article 3, est-ce que si les LR demandent sa suppression, pour vous, ils seront mis en minorité ? Je réponds oui. Donc c'est risqué politiquement pour eux. Oui, la mathématique électorale me semble évidente. Alex, sur l'article 4 ? Oui, il y a un autre article qui pose question et qui a été laissé au débat par la Commission des lois, qui n'a pas été modifié. C'est l'article 4 qui permet aux demandeurs d'asile venus des pays à risque de travailler immédiatement et de ne pas attendre 6 mois. Les sénateurs LR sont contre. Quelle va être la position des sénateurs centristes sur cet article ? Nous n'étions pas défavorables à cet article. Il faut quand même vraiment le relativiser. Nous avons un vrai sujet à l'article 3. À l'article 4, il est beaucoup plus mineur. Qu'est-ce que je veux dire par là ? D'abord, notre pays a connu les deux situations historiquement. Pendant très longtemps, les demandeurs d'asile pouvaient travailler dès leur arrivée sur le territoire. C'est curieusement le gouvernement de Michel Rocard qui a supprimé cette possibilité avec toujours ce risque, cette invocation d'un appel d'air. Aujourd'hui, les demandeurs d'asile peuvent travailler à partir du moment où ils sont là, où leur demande n'a pas encore été traitée et qu'ils sont là depuis 6 mois. Cela représente très très peu de personnes. L'année dernière, 4000 personnes ont utilisé cette possibilité. Donc nous sommes sur des chiffres vraiment très très à la marge et il faut aussi avoir une réflexion de bon sens sur ces questions. Lorsque le gouvernement dit que les demandeurs d'asile pourraient commencer à travailler dès qu'ils arrivent en France, il ne fait référence qu'aux demandeurs d'asile qui ont de très fortes chances d'être admis. C'est-à-dire qu'ils viennent de pays à très fort risque. Et lorsque vous regardez quels sont les pays qui ont un très haut niveau de protection, vous trouvez quoi ? Vous trouvez l'Afghanistan, vous trouvez l'Érythrée. Je n'ai pas besoin de vous dire qu'un Afghan ou un Érythréen est très éloigné de nos conditions linguistiques, de nos conditions de travail. Mais donc les sénateurs centristes vont voter pour cet article ? Nous avons proposé une réécriture, mais nous n'en faisons pas. Nous n'avons pas de ligne rouge, nous n'avons pas de totem. Je vous ai fait part tout à l'heure de ma phobie des totems et des lignes rouges. Nous n'en avons donc pas. Il est évident que si nous trouvions un terrain d'entente avec le groupe LR sur l'article 3, ceci concernerait également l'article 4 et nous serions prêts à en accepter la suppression dans le cadre d'une réécriture de l'article 3, suivant les deux modalités que je vous ai évoquées tout à l'heure. Un article 3, pouvoir discrétionnaire du préfet sans autorisation préalable de l'employeur, ou la circulaire Valls, mais sans l'autorisation préalable de l'employeur. Alex, sur l'autre volet du texte. Ah oui, sur le volet sécuritaire, notamment après l'attentat d'Arras, le gouvernement veut faciliter les expulsions en cas de non-respect des valeurs de la République, des principes de notre République. Est-ce que, selon vous, c'est une mesure qui peut tenir juridiquement, qui ne peut pas être anticonstitutionnelle ? C'est tout à fait, à mon avis, c'est tout à fait possible et nous proposons une série d'amendements pour aller encore plus loin dans le cadre de la fermeté, mais chaque fois en respectant nos obligations conventionnelles et constitutionnelles. Contrairement à ce qui est souvent dit à l'opinion publique, je ne crois pas que les conventions internationales ou notre Constitution soient un obstacle à notre action en matière d'immigration.
il y a des éléments dont nous devons effectivement tenir compte, mais il est possible d'avoir une action publique efficace dans notre cadre conventionnel et institutionnel. Notre pays attend, nos concitoyens attendent de plus de fermeté sur l'aspect migratoire. C'est quelque chose que nous prenons complètement en cause. Mais cela ne va pas jusqu'au fait de dire que l'on devrait aujourd'hui ignorer nos règles constitutionnelles ou conventionnelles. La démocratie avec son état de droit sont des biens quand même très précieux. Et si chacun veut bien observer ce qui se passe à travers le monde aujourd'hui et la montée en puissance des dictatures sous toutes leurs formes, la démocratie, je le souligne, est vraiment un bien précieux. Donc nous pouvons agir sans avoir besoin de prétendre affronter des lignes conventionnelles ou constitutionnelles. Il suffit d'être un peu pertinent dans l'écriture. Une question sur l'aide médicale d'État que la majorité sénatoriale souhaite restreindre. Le gouvernement a réfléchi à la question, a demandé un rapport et finalement ce rapport, il dit qu'il n'y a pas lieu de restreindre l'aide médicale d'État, qu'il n'y a pas de création d'appel d'air via ce panier de soins. C'est un symbole politique finalement que vous arborez ? Il peut y avoir un symbole politique. Je pense que l'aide médicale d'État a déjà quand même été sensiblement modifié, c'était à l'époque du gouvernement d'Édouard Philippe. Nous ne sommes pas opposés au fait de passer une aide médicale d'urgence qui existe aujourd'hui et qui nous rapprocherait en fait, si je puis me permettre d'utiliser cette formule, du panier moyen qui est appliqué en Europe, sous une réserve, et qui fait que je n'ai pas encore pris connaissance du rapport auquel vous faites référence, mais qui fait qu'à mon avis, les deux choses ne sont pas très éloignées. On peut aller vers l'aide médicale d'urgence, je pense même que c'est pertinent, sous une condition importante, c'est de garder une politique de prévention qui va concerner tous les aspects de vaccination, puisque bien sûr le risque d'abaisser la couverture médicale, ça serait le développement d'épidémies diverses. Donc oui, au fait de recentrer le panier médical sur l'aide médicale d'urgence, à condition de garder un volet de prévention qui participe tout simplement. Mais qu'est-ce que vous attendez de Gérald Darmanin du coup sur ce sujet ? Parce que lui, il s'était dit prêt à aller dans le sens du Sénat, c'est-à-dire à passer à l'aide médicale d'urgence. Elisabeth Borne avait dit, du coup, on va commander un rapport et de ce rapport définira la ligne officielle du gouvernement, qui du coup semble aller vers le sens de pas de restriction, donc pas d'aide médicale d'urgence. Du coup, qu'est-ce que vous demandez à Gérald Darmanin ? Écoutez, notre position est déjà connue, elle s'est exprimée dans le vote de la commission des lois. Je vois mal le Sénat se dédire. Et vous pensez qu'il va vous suivre, le ministre, du coup ? Écoutez, c'était dit prêt à le faire. Là-dessus, je ne vais pas m'exprimer à sa place. Les règles de vote en séance s'appliqueront. Je pense qu'il y a une logique à la fois tendant à limiter l'appel d'air et le fait d'être dans la même situation que, par exemple, nos voisins allemands ne me paraît pas un scandale dans cette matière, sous réserve d'avoir quand même un peu de jugeote comme toute chose. Il y a des questions à la fois pratiques et des questions d'équilibre, d'où le fait d'éviter les totems sur ce sujet comme sur d'autres, qui concerne, à mon avis, la politique de prévention. Si nous avons des personnes qui viennent, par exemple, d'Afghanistan, il me paraît quand même naturel que nous fassions attention à ce que les conditions vaccinatoires soient respectées, qu'il n'y ait pas de diffusion possible d'épidémies dans notre pays. Un dernier mot, alors on fait un pas de côté par rapport au texte, mais hier soir, Emmanuel Macron a écrit aux chefs de parti pour les convier à une nouvelle réunion de Saint-Denis le 17 novembre et il a dit qu'il était prêt à élargir le champ du référendum, notamment aux questions migratoires. C'est une bonne chose ? Alors, dans l'intervention du président de la République, si l'on en croit le compte-rendu de la lettre, il y a deux volets. Vous avez le volet RIP, où il propose d'abaisser à 1 million de nos concitoyens et à 1/5 des parlementaires la possibilité de formuler une telle demande. Ce sont forcément des choses qui seront appréciées par nos concitoyens, tout en relativisant beaucoup la portée de ces dispositions, puisque je rappelle que ce référendum d'initiative populaire est en fait un super droit de pétition, puisqu'il ne donne lieu à référendum que si le Parlement ne se saisit pas du sujet posé. La réalité de ce référendum d'initiative populaire, c'est le fait de permettre à nos concitoyens de poser un sujet au Parlement. Ce n'est qu'à défaut qu'il y aurait référendum. Donc je pense que c'est une réforme dont l'importance doit être relativisée. Par contre, la question de l'extension du référendum de l'article 11, c'est-à-dire que nous avons, pour faire bref vis-à-vis de nos auditeurs,
deux systèmes. Lorsqu'on veut changer la Constitution, c'est l'article 89, où on saisit chacune des assemblées, et à partir du moment où il y a un vote dans les mêmes conditions, on peut aller soit en congrès, la réunion de l'ensemble du Parlement, soit par voie référendaire devant l'opinion publique. Le référendum dont parle le président de la République, c'est un référendum direct, sans filtre parlementaire, où le président de la République pourrait, dans un cadre beaucoup plus large, puisqu'aujourd'hui c'est un cadre institutionnel, pourrait saisir nos concitoyens des sujets sociétaux. Ma réponse va être très directe, Madame Mancini. Je n'y suis pas favorable. Je sais très bien que nos concitoyens entendront ceci avec beaucoup de bonheur, puisqu'ils se diront enfin je vais pouvoir donner mon avis. Ils peuvent le donner lors des élections présidentielles ou lors des élections législatives, mais pour moi, si vous m'autorisez, peut-être ensuite à expliquer pourquoi ce n'est pas bon pour notre pays. On ne va pas avoir le temps, ou alors vraiment très très court. Très bref. Les sujets sociétaux sont des sujets dans lesquels le référendum par oui ou par non hystériserait les choses. Deuxièmement, cela nous ploserait potentiellement dans un conflit institutionnel terrible, puisqu'on oublie toujours une chose, c'est que la convocation à un référendum est contrôlée par le Conseil constitutionnel. Si demain, il y a une proposition de référendum qui viserait par exemple à ne plus appliquer les règles européennes, pour moi, nous allons à un chaos institutionnel avec deux formes de légitimité qui vont s'y opposer. Je pense qu'il faut être extrêmement prudent sur l'extension de l'article 11. Parce qu'il faut qu'on ait le temps d'aller voir l'actualité dans votre région. Ce qu'on va faire tout de suite, le temps de remercier Alex. Merci Alex, à tout à l'heure pour parler de la hausse de l'antisémitisme. Ce sera à suivre dans le club. On va voir l'actualité dans votre région. On retrouve Olivier Biscay. Bonjour Olivier, merci d'être avec nous, directeur de la rédaction et directeur délégué du Midi Libre. Et vous vouliez revenir, vous Olivier, sur le dossier de l'A69, l'autoroute entre Toulouse et Castres. Oui, un sujet très différent, monsieur le sénateur, ce projet d'autoroute A69 qui va relier en effet Castres et Toulouse et qui cristallise, on le sait, les tensions entre les partisans du désenclavement et puis tous ceux qui dénoncent la destruction de l'environnement. D'ailleurs, vous avez estimé, monsieur le sénateur, que l'argument environnemental était quasiment une provocation. Vous confirmez ça encore? On est en 2023, on s'interroge beaucoup quand même sur ces grands projets, ces grands ouvrages sur nos territoires qui pourraient mettre à mal en effet l'écologie et l'environnement. Ce que je voulais dire par là, c'est que les personnes qui s'expriment sur l'autoroute A69, notamment depuis Paris, je les invite à venir dans le Tarn et nous les accueillerons avec beaucoup de plaisir. Qu'est-ce qu'ils verront dans le Tarn, et en particulier dans le Tarn Sud? Ils verront un territoire qui, bien sûr, est enclavé, j'y reviendrai peut-être, mais sur l'aspect environnemental, qui est votre question. Ils verront un territoire qui a un parc naturel régional. Ils verront une biodiversité, si je puis dire, en action. Ils verront 300 éoliennes sur nos contreforts des monts de la Conne et de la montagne Noire. Ils verront le travail successif des générations pour produire de l'énergie avec d'origine hydraulique. Ils verront le travail exceptionnel qui a été réalisé là aussi par les générations pour organiser nos forêts. Votre journal est au cœur de l'Occitanie. Le département du Tarn est le premier département forestier du sud de la France. Je mets les Landes à part puisque c'est la pâte à papier, et pour le bois d'œuvre. Nous produisons plus d'1 million de mètres cubes de bois chaque année. Ce que je veux dire par là, c'est que la qualité du travail qui a été fait par les Tarnais sur le plan environnemental nous permet de dire que nous apportons une contribution très positive à l'environnement du pays et que nous récusons le fait d'être des gens inconscients sur l'aspect environnemental. Si je peux me permettre... Êtes-vous certain, cependant, monsieur le sénateur, que le gouvernement ira au bout? Est-ce que vous êtes certain que le gouvernement ira au bout de ce projet d'autoroute A69? En effet, on sait qu'il y a un soutien très fort des collectivités, des élus, beaucoup d'associations, mais des sondages divers ont montré des contradictions fortes. Et d'ailleurs, beaucoup d'habitants réclament un référendum local, par exemple. Je pense que c'est une excellente question à poser à l'État. Je connais sa réponse. Il amènera ce projet au bout. Je le souhaite pour nous, Tarnais, et je le souhaite pour lui.
Parce que si demain l'État annonce quelque chose, met en œuvre, 3 présidents de la République successifs se sont engagés sur ce projet. Il y a bien sûr des décisions de justice, toute une procédure qui a été suivie. Et si au bout du bout, l'État n'est plus en mesure de réaliser ce type de projet, d'abord il perd toute autorité dans le Tarn, mais surtout sur tout autre projet qui se situe en France. Là où le sujet de la 69 nous perturbe, et j'entends l'émotion qu'il peut manifester, c'est que la 69 n'est plus un sujet tarnais. On oublie les habitants de Castres et de Mazamet dans le raisonnement des adversaires. Les opposants contestent le principe d'un aménagement routier en 2023. Je rappelle quand même qu'on va peut-être demain vers des voitures électriques qui ne poseront plus de difficultés à cet égard. Mais plus généralement, derrière le sujet A69, il y a le sujet croissance ou décroissance. Une partie de nos concitoyens, à mon avis minoritaire, pense qu'il faut aller vers une société de décroissance. Je ne crois pas que ceci soit raisonnable. On a besoin d'une croissance pour financer en particulier notre modèle social. Merci d'avoir été notre invité. La une du Midi Libre, Olivier, c'est Éric Dupond-Moretti. Un procès historique, c'est à la une de votre journal. Merci Olivier Biscay d'avoir été avec nous. Merci beaucoup Philippe Bonnecarrère d'avoir été notre invité pendant cette première demi-heure.